Bienvenue dans ce nouveau épisode de NDUP. Je suis Oumi Changan, anthropologue de la santé et responsable en éthique de l'intelligence artificielle. Ce podcast NDUP explore les médecines et les systèmes de santé, les violences structurelles des hôpitaux et les enjeux décoloniaux de la santé depuis le continent africain. Aujourd'hui, NDUP reçoit un invité spécial, l'ethnologue et professeur Paul Diédhiou, enseignant-chercheur de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Aujourd'hui, il nous accompagne pour réfléchir à une question essentielle. Comment les savoirs endogènes, les forêts sacrées et les pratiques ancestrales de soins ont été marginalisés par d'autres religions venues de l'extérieur et comment nous pouvons les réhabiliter pour la paix avec nous-mêmes et pour les multiples services, notamment thérapeutiques, que la forêt nous procure. Professeur Paul Diédhiou, bienvenue. Je vous remercie pour cette invitation. Je voudrais commencer par une anecdote. Il y a quelques semaines de cela, j'avais été invitée à un NDUP dans la commune de Yoff. Alors, au bout du 3e jour, je me rendais au niveau du cercle où le NDUP se prépare. Et vous savez, le NDUP, c'est une thérapie communautaire. Et sur le chemin, il y avait beaucoup d'hommes qui sortaient de la mosquée, de la prière, qui finissaient leur prière. Et je suivais la conversation de 2 jeunes hommes dont l'un, il me semblait, je n'étais pas sûre de ce que j'entendais, se plaignait peut-être de la nuisance sonore que provoquait le NDUP. Alors, durant le rituel, dans le cercle où il y a les adeptes, il y a les prêtres et prêtresses, ainsi que les griots, j'ai vu ce jeune homme tomber en transe et complètement être transfiguré, délivrant le message du génie. Alors c'est cela qui me fascine, cette plasticité de nos croyances et le fait que la thérapie au sein des religions traditionnelles soit aussi en alliance avec peut-être l'islam. Et c'est pour cela, Paul, j'aimerais commencer par une première question. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur la question des savoirs endogènes, plus particulièrement en milieu Hadjamate ? Alors, merci Oumi. C'est un long processus. Un long processus parce que mes premiers travaux portaient sur les conflits en milieu Hadjamate. Et tout de suite, je me suis aperçu justement qu'il fallait au moins aborder la question des savoirs endogènes ou des savoirs locaux. Pourquoi je me suis intéressé à cela? Puisque les questions de développement m'intéressaient plus particulièrement. Et dans ces questions de développement par rapport aux recherches, j'ai découvert un fait que souvent nous, intellectuels ou lettrés, pour être beaucoup plus large, ne parlons pas le même langage que ceux qui n'ont pas été à l'école. Et que souvent, justement, il y a une sorte de mimétisme, surtout quand il s'agit justement de reprendre les concepts ou les théories élaborées ailleurs. Et donc, souvent, ces concepts et théories sont en déphasage avec les réalités locales. Donc, l'idée, c'était justement de réinterroger ces réalités locales pour voir dans quel contexte, justement, on pourrait justement les mettre en adéquation ou carrément essayer de voir le déphasage qu'il y a entre ces savoirs locaux et les savoirs scientifiques d'une manière générale, même si ces savoirs locaux peuvent porter aussi le cachet de savoirs scientifiques. D'accord. Donc c'est ce décalage d'abord, de voir un petit peu le décalage qu'il y avait qui t'intéressait. Donc c'est dans la question du langage que tu as un petit peu introspecté tout au début. Exactement, c'est D'accord. Ça. Et est-ce que, moi j'aimerais un petit peu qu'on fasse une incursion sur la question de l'idée de nature. L'idée de nature, aujourd'hui, on l'évoque encore de plus en plus de façon importante vis-à-vis de la crise écologique, par exemple, qui nous concerne. Y a-t-il une idée de nature en milieu Hadjamate? Et qu'est-ce qui compose la nature? L'idée de nature, oui, comme dans toutes les sociétés, il y a l'idée de nature. L'idée de nature, ce qui la compose, évidemment, ce sont les hommes, les humains et les non-humains. Et l'idée de nature est en rapport étroit avec l'organisation sociale
Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de césure entre la nature et les hommes. Il y a un rapport étroit. Et pour comprendre ce rapport étroit, je fais souvent appel à la notion, alors c'est une notion anthropologique, à la notion de double animal ou de totem. Ce qu'on appelle en diola eum. Parce que dans la plupart des sociétés africaines, l'homme a un double animal. Chaque homme a un double animal, qui peut être un éléphant, une hyène, un lion, etc. Et que dans l'entendement justement des Diola Adjamat, les totems résident quelque part, dans un fond marin ou dans une forêt. Et ils constituent là-bas un habitat humain. Donc, là où résident justement les totems, c'est une sorte de vie humaine. Et ces lieux que l'on appelle dans mon village Ben, ça c'est le singulier, Ben et Sen. Donc, dans les Sen, les lieux d'habitat de ces doubles, on n'a pas le droit d'y pêcher ou d'y chasser. Donc, du coup, cet imaginaire que l'on a du double fait justement que ces notions participent justement à la préservation de la nature. Donc, la nature ne s'oppose pas à la vie humaine, mais c'est une sorte de continuité justement par rapport justement à la vie humaine. Et ce qui fait que justement on a un respect de la nature. Mais le rapport est beaucoup plus étroit puisque dans la plupart des forêts abritent les cultes que l'on appelle Oukin. Et toutes les forêts qui abritent les Oukin, on reviendra peut-être là-dessus parce que j'évite le mot fétiche. Toutes les forêts qui abritent les mots Oukin, il est formellement interdit, mais vraiment d'y couper des arbres, même une branche. Donc, à plus forte raison, mettre du feu, c'est des sacrifices à n'en plus finir. C'est comme ça, justement, que les populations Diola, Adjamat ou d'une manière générale, préservaient justement la forêt. Donc, vous voyez justement que la nature est au cœur de la vie humaine des Diola. Quand vous dites préserver, ça veut dire qu'aujourd'hui, cela n'a plus lieu que les forêts. Est-ce que ça voudrait dire que dans ces forêts qui abritent en fait ces entités, il y a une destruction? Est-ce que c'est du passé en fait, cette préservation-là? Dans certains milieux, on peut dire que c'est du passé. Parce que si on adopte une approche historique ou dynamique, on va se rendre compte que beaucoup de forêts ont disparu par l'effet de l'aménagement, l'urbanisation, la démographie. Mais il y a un aspect que les gens n'abordent pas fondamentalement et que j'aborde, c'est comment les religions révélées, et ça va choquer, mais moi j'essaie de démontrer comment les religions révélées ont participé à la destruction de la forêt en Casamance. Parce que quand ces religions arrivent, elles vont diaboliser les religions de terroir. Donc toutes ces forêts qui abritaient les cultes sont diabolisées, sont considérées des forêts ou des lieux sataniques. Et puisque donc ils ont une vision négative des religions de terroir ou africaines pour être beaucoup plus large, donc on va défricher justement, on va faire disparaître justement ces forêts qui abritaient ces cultes. Et donc du coup, à partir de là, je pose l'hypothèse que les religions révélées abrahamiques, l'islam et le christianisme, ont participé à la destruction des forêts, plus particulièrement en Casamance. Pour le moment, je ne peux pas généraliser, mais c'est le constat que je fais en Casamance. Et j'essaie maintenant de comparer Oussouye, qui garde encore, où on a encore les religions de terroir, et le département de Bignona, ou dans le Kolda. D'accord.
Et quand vous faites une comparaison empirique, je suis en train de poursuivre, mais vous allez vous rendre compte justement qu'à Oussouye, on garde encore les forêts. Et à Bignona, il y a des forêts qui ont disparu, qui abritaient les cultes, qui ont disparu. Et donc, du coup, je pose l'hypothèse justement que ces religions ont fortement contribué à la déforestation de la région. Bon, maintenant, il y a l'aménagement, l'aménagement du terroir, du territoire. Vous prenez une ville comme Ziguinchor, ils sont très peu nombreux à savoir que la place de Gao abritait le plus grand bois sacré des Baïnouk. Et tout récemment, sous le magistère d'Abdoulaye Baldé, il y avait là où on a construit aujourd'hui l'école hôtelière. Il y avait un grand fromager qui abritait un bois sacré où le roi de Enampor, parce qu'il y a un lien étroit entre le roi de Enampor et les rois de Baïnouk. Donc le roi de Enampor, quand on l'intronisait, il passait à Djibélor. Il y a un fromager, il existe jusqu'à présent, où justement on cousait son accoutrement. Donc il y avait quelqu'un pour coudre son accoutrement. Et après Djibélor, il vient à Ziguinchor, là où était le fromager que l'on a abattu pour y implanter une école hôtelière. Donc c'est là où on l'habillait. On l'habillait, à partir de là, il prend la pirogue pour aller à Afignam. Et de Afignam, on fabrique une pirogue et il revient à Enampor où il sera finalement intronisé. Donc imaginez, c'est sous le magistère d'Abdoulaye Baldé, ça ne date pas du 19e siècle. Est-ce que justement, et c'est là où justement je parle de marginalisation, est-ce qu'on oserait démolir une mosquée ou une église pour y implanter une infrastructure administrative? Ça ferait le tour du monde. Donc c'est pour vous dire justement le mépris parfois que l'on a justement de ces religions. Et puisqu'il y a un mépris, une marginalisation, donc facilement on peut justement abattre un fromager ou détruire une forêt pour y implanter quelque chose. D'accord. Du coup, de ce que j'ai compris, en fait, il y a non seulement un mépris, mais est-ce qu'il y aurait un petit peu une volonté d'exercice d'un autre pouvoir sur un autre, par exemple, un pouvoir religieux sur un autre, notamment le pouvoir ancestral, en fait, en religion ancestrale? Oui, il y a un pouvoir, je dirais même un rapport de force. D'accord. Bien évidemment, aujourd'hui, les conversions sont volontaires pour la plupart, mais au départ, ce que les gens oublient souvent, c'est un rapport de force. Que ce soit l'islam ou le christianisme, c'est un rapport de force. Et comme je le dis souvent à mes étudiants, les Africains n'ont pas été à Rome, ou je ne sais pas, à Jérusalem, ou à la Mecque pour aller chercher l'islam. L'islam, au départ, c'était un rapport de force, comme le christianisme. Mais après, maintenant, il y a par la suite, justement, mais jusqu'à présent, ce rapport de force existe, parce qu'on cherche toujours à convertir les autres. On cherche, et hier, je discutais avec quelqu'un, dans un village dans le département d'Oussouye, je ne peux pas le nommer encore parce qu'il faudrait que je poursuive les enquêtes, mais on m'a parlé d'un fait, quelqu'un qui a pris les ornements d'un fétiche et allait les jeter dans une mare. D'accord. Celui-là, c'est un chrétien. Donc, vous voyez l'ampleur de la chose. Mais qui oserait aller dans une église, prendre les ornements de l'église et les jeter dans une mare? Donc, le mépris, la marginalisation, le rapport de pouvoir est toujours là. Et ce que je voudrais, est-ce que en fait les gens se rendent compte aujourd'hui du lien entre ces bois sacrés, ces lieux, et la question de la religion et la question aussi de la santé probablement? On va revenir là-dessus. Est-ce qu'ils font encore le lien? Oui, maintenant il y a ce que j'appelle la revanche des savoirs endogènes. Pourquoi la revanche des savoirs endogènes? Au départ, on les avait marginalisés, les prenant pour justement des savoirs non scientifiques. Mais aujourd'hui, on vient de se rendre compte justement que ces pratiques
contribuer justement à la préservation de la forêt. Si vous prenez le premier rapport de 87 qui porte sur le développement durable, mais vous allez vous rendre compte justement tout ce qui est écrit dans ce rapport reflète justement, si je prends le cas des Diola, mais on n'a rien inventé. Ça reprend exactement la conception ou l'imaginaire que les Diola avaient de la nature et de sa préservation. Donc du coup, les gens sont conscients, et même les gens des eaux et forêts aujourd'hui sont conscients du fait qu'il faudrait au moins travailler à partir de ces savoirs pour pouvoir préserver la nature. Et même les ANP, les aires maritimes protégées, mais je parlais tantôt de benne ou de Seine, mais les gens parlent aujourd'hui d'ANP. Je dis, mais on n'a rien inventé, parce que justement, ces lieux, ces habitats qui regroupaient les bennes, on interdisait aux gens d'aller y pêcher. Donc c'était des lieux pour protéger non seulement les espèces, mais pour permettre la reproduction. Et à partir de ces lieux, vous avez une biodiversité, aussi bien dans les fonds marins que dans les forêts. Donc du coup, il me semble qu'on est en train de se rendre compte, on se rend compte aujourd'hui de l'importance justement de ces savoirs endogènes dans le cadre du développement, mais aussi, surtout dans le cadre de la préservation de la nature. D'accord. Est-ce que Paul, tu as pu voir en fait les conséquences en termes de soins? Parce que tu as rappelé l'existence des éounes et que c'est central dans les forêts et que finalement, quand on abat le double, probablement on peut tomber malade. En tout cas, avoir beaucoup de problèmes. Quel risque en fait voyez-vous dans la disparition des forêts sacrées concernant la santé? Mais la forêt, déjà, si on la préserve, il y a une biodiversité. Et il y a ce qu'on pourrait appeler la médecine traditionnelle. Et la médecine traditionnelle, ces ressources, on les tire pour la plupart des forêts. Donc si ces forêts disparaissent aujourd'hui, on n'aura plus de plantes ou d'autres trucs pour pouvoir soigner. Et dans beaucoup de villages, maintenant, il faut peut-être aller faire des kilomètres pour trouver certaines espèces de plantes. Donc, du coup, une des conséquences, c'est que, justement, les plantes que l'on utilise ou que l'on utilisait pour, justement, se soigner, risqueraient de disparaître. Et une des conséquences, quand ces plantes-là disparaissent, ça va se répercuter sur notre santé. Et le rapport entre l'animal et l'humain, parce que dans l'imaginaire justement des Diola, si par malheur vous tuez un double animal, ça se répercute sur la santé justement de la personne. Donc la personne aussi peut mourir. Et à la suite justement de cela. Donc si on va dans ce lieu d'habitat, on tue un double de quelqu'un, ça va se répercuter sur sa santé. Et ce que je voudrais un petit peu savoir, comment tu évalues ou comment tu interprètes qu'il y ait une forme d'imaginaire qui est plus puissante en fait aujourd'hui, en tout cas qui prédomine au niveau des religions révélées, dites révélées, par rapport en fait aux religions traditionnelles, ancestrales. Pourquoi en fait il y a cet imaginaire-là, d'autres imaginaires religieux qui vont surplanter ce que les ancêtres avaient laissé ici en termes de soins, en termes de connaissance de la nature, en termes d'institutions, puisque les forêts sacrées, quand elles disparaissent, elles font disparaître, tu as indiqué l'intronisation du roi, donc elles font disparaître une institution aussi. Oui. Alors, ce qu'il faut aussi dire, que les cultes-là constituent déjà, moi je les appelle des institutions, institutions religieuses. Et chaque institution, chaque culte est une institution avec ses fonctions, etc. Alors, donc, avec les religions révélées, le pouvoir dont on parlait un tout petit peu, donc en les diabolisant, on fragilise justement ces imaginaires.
je vais mobiliser peut-être un concept, c'est le concept d'anomie. Hein, qui signifie alors absence de normes ou relâchement des normes. Donc, avant ces religions ou avant ce qu'on pourrait appeler la modernité, donc il y avait vraiment un ancrage. Et la notion de nyinyi, interdit, occupait une place importante dans ces religions-là. Donc, quand on vous dit que c'est nyinyi, c'est interdit, personne n'ose transgresser cette loi. Bien évidemment, comme dans toute société, il y a des déviants. Mais celui qui s'aventurerait justement à transgresser cet interdit, ben, il aura justement, il peut décéder, comme il peut tomber malade. Mais ce n'est pas individuel. Ça peut même, parce que c'est par effet de contagion, ça peut même justement frapper sa famille au sens large. Donc, ce qui fait que l'interdit avait une place très importante. Mais quand les religions arrivent et diabolisent cela, donc, elles fragilisent justement cet interdit. Et maintenant, vous allez me dire, oh, ça ne veut rien dire, c'est des bobards, permettez-moi l'expression assez familière, etc. Donc, ça fragilise. Donc, du coup, on ne croit plus à ces interdits. Mais ceux-là qui pratiquent encore les religions des terroirs, ils y tiennent encore. Et c'est ce qui contribue encore une fois à préserver au moins ces forêts-là. Mais et jusqu'à quand? Bon, je ne peux pas, hein, on n'est pas des prophètes, je ne peux pas le prédire. Mais parce que on continue justement à les diaboliser, en les fragilisant. Mais je crois vraiment que c'était le socle justement de ces religions. Et ça nous interpelle en tant qu'enseignants-chercheurs. Et je dis souvent aux juristes, pourquoi le nyinyi est, du point de vue de l'efficacité symbolique, est plus symboliquement efficace que la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution. Le nyinyi, tu peux nous expliquer? Le nyinyi, c'est l'interdit. Il est formellement interdit de tuer quelqu'un. Il est formellement interdit de voler. Formellement interdit de mentir. Ça, les 10 commandements dont on parle les religions. Mais on a l'impression, vous les retrouvez dans les religions de terroir. Interdit de tuer, interdit de voler. Et l'être humain, j'ai beaucoup travaillé sur ce concept, le concept de crime de sang. Parce qu'en milieu diola, l'être humain est sacré. An nyinyi. Si vous tuez par accident, même par accident, quelqu'un, c'est des sacrifices à n'en plus finir. Et j'ai répertorié un ensemble de concepts. Donc, chez moi, cette notion de crime de sang est synonyme de, on l'appelle Boukire. Dans le Houlouf, Oussouy et environ, c'est Elung. Dans le Bandial, c'est finir. Et dans le Bandial, pour voir justement cette question de sacralité, même quand vous allez quelque part en ville, le simple fait de voir le sang d'un accidenté, vous allez aller vous confesser. Donc, c'est pour vous dire la place qu'occupait justement ces... Tant qu'il n'y a pas de guerre entre villages, vous n'avez pas le droit d'ôter la vie de quelqu'un. Sinon, c'est des sacrifices à n'en plus finir. Donc, ouais, le nyinyi, là, comment... C'est vraiment l'élément structurant, hein, des sociétés villageoises diola. Maintenant, quand on fragilise cela, je commence à constater que les gens, pour un oui et un non, les jeunes qui ignorent justement ces notions et les effets que ça pourrait engendrer, pour un oui et un non, ils sont prêts justement à poignarder quelqu'un pour une simple bagarre. Alors que traditionnellement, on n'oserait même pas. Alors, un autre fait que j'ai observé dans le Bluff,
Vous savez maintenant, avec les religions révélées, plus particulièrement, il y a une bataille autour de l'imama, de la direction des j'ai révélé un cas que nous ne pouvions même pas imaginer en milieu de l'art traditionnel, où justement il y a eu mort d'homme autour justement de l'imama. Alors, parce que justement, l'enquête que j'ai faite dans le département de Bignona, ils ont perdu les trames, les traces de la notion de crime de sang. Parce que justement, c'est le département où il n'y a pratiquement plus d'adeptes de religion révélés. Donc, ils sont musulmans ou chrétiens. Et on a fait des enquêtes dans le Bluff, ils ont perdu cette trame-là de crime de sang. Donc, quand on perd cette trame de crime de sang, ben, les conséquences, c'est justement tuer quelqu'un au nom pour la direction justement d'une mosquée. Quel est le rôle en fait de l'absence de transmission? Quelle responsabilité incombe à qui sur la question de la transmission des connaissances liées à ces religions traditionnelles, les institutions? Il y aurait une transmission peut-être qui s'est perdue, non? Oui, mais une transmission qui s'est perdue par l'effet de l'école déjà, mais par le fait que justement, les enfants sont nés maintenant dans la religion. C'est-à-dire leurs arrière-parents étaient peut-être des adeptes des religions de terroir. Quand vous prenez la Basse-Casamance, vous ne pouvez pas remonter plus de 5 générations. Jusque dans les années 50, il y avait plus d'adeptes de religion de terroir dans le département de Bignona. Dans les années 50-60, il y avait plus encore d'adeptes de religion de terroir dans le département de Bignona, qui est aujourd'hui un des départements les plus christianisés ou islamisés. Donc, mais les enfants d'aujourd'hui sont nés dans ces religions. On va leur dire non, 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 il n'y a que 2 religions, l'islam et le christianisme. Le reste, donc on les socialise dans ça. Donc quand on les socialise dans ça, je ne dis pas que les religions là disent qu'il faut détruire la forêt, mais les Nyinyi, ce rapport entre justement les Nyinyi, ce rapport entre eux, ben, ils vont perdre cela. Ils vont perdre cela. Et vous m'avez raconté la dernière fois, quand on préparait l'émission là, une anecdote dans un village à Kaparan, où justement il y avait un forum ou un congrès, où justement les vieux accusaient les enfants de ne plus respecter justement les pratiques d'antan. Je dis, mais oui, les jeunes ne sont pas responsables. Parce qu'ils sont nés dans dans les religions révélées. Donc, si même les parents peut-être ont perdu justement les traditions. Donc, quand on les éduque dans ça, ben, ils vont perdre justement les pratiques de leurs ancêtres. Et quand ils perdent les pratiques de leurs ancêtres, tout en plus qu'on essaie toujours de les diaboliser, ben, du coup, les conséquences, on va mettre partout du feu. Et je vous disais justement, il y a un indicateur. Un indicateur, à partir du mois de mars, faites le constat. Si vous prenez la Transgambienne, à partir de Badjouré à Sénoba, vous verrez partout du feu. Vous prenez l'axe Bignona-Djouloulou, et à partir de là, vous verrez partout du feu. Mais prenez l'axe Djibélor-Cap-Sering, vous ne verrez pas de feu de brousse. Vous ne verrez pas de feu de brousse. Pourquoi? Parce que justement, il y a des religions de terroir, il y a des forêts sacrées, et que quelqu'un qui les brûle, ben, c'est des sanctions ou des sacrifices à n'en plus finir. La question que j'aimerais un petit peu poser, c'est de réfléchir dans ce cadre-là, comment, dans le soin, dans la santé, notamment les politiques de santé publique c'est une question de développement aussi, on peut faire ou réhabiliter, comment on peut travailler entre les savoirs endogènes et leur part de patrimoine et de force et de connaissances en thérapie avec la santé publique. Alors, il me semble que vous avez reçu ici, il y a quelques mois de cela, les collègues Gassama et Charabi. Moi, je m'intéresse beaucoup au travail que fait Gassama. Et c'est là où on va voir. Parce que
nos parents, ou pour la médecine traditionnelle, nos parents utilisaient les plantes, par exemple, pour se soigner. Et là aussi, dans le cadre de la colonialité, on va nous dire, on dit oui, mais la colonisation nous a apporté l'école, la colonisation nous a apporté la technologie, la civilisation nous a apporté la médecine moderne. Je dis, mais vous pensez que si tous les Africains étaient malades, on allait les prendre et les amener au niveau en Amérique? Non, parce que justement, ils se soignaient avec des plantes ou avec les cultes, ils utilisaient les cultes, le ndeup, etc. Donc, ils avaient un savoir empirique qui est là, ce que j'appelle les savoirs locaux. Donc, à partir de ces savoirs locaux, la connaissance que les praticiens ont des plantes, ils peuvent travailler avec les médecins pour voir justement, et les chimistes, pour voir comment extraire la molécule d'une plante et en faire, excusez-moi, un médicament. Et c'est ce que Gassama est en train de faire. Donc, à mon avis, il y a une complémentarité. On peut toujours trouver une complémentarité entre ceux-là qui détiennent encore ces savoirs et ce qu'on pourrait appeler le savoir moderne. Et moi, dans mes travaux, si vous me le permettez, je dis, mais si vous prenez le Kadjandou, par exemple, celui qui a inventé le Kadjandou, je ne peux peut-être pas le comparer à Einstein, mais il y a un savoir là qu'il faut explorer. Or, l'avantage du Kadjandou par rapport au tracteur. Le Kadjandou, on parle aujourd'hui d'agroécologie. Mais avec le Kadjandou, vous élaguez les herbes et vous faites un deuxième passage et vous enfouissez justement les herbes. Donc les herbes là deviennent de l'engrais. Or, avec le tracteur, c'est souvent une culture plate. Et dans le cadre du développement, quand vous interrogez les paysans, ils vous disent, mais nous, on ne peut pas adopter les tracteurs parce que c'est un double travail. Un double travail parce que, étant donné que c'est une culture plate, donc ils vont passer dans un premier temps. Après, maintenant, vous êtes obligé justement de revenir pour désherber, si vous avez le courage. Mais si vous n'avez pas le courage, vous allez utiliser les herbicides. Or, si vous utilisez les herbicides, vous remettez en cause le système écologique ou l'écosystème. Parce que le produit que vous allez utiliser va tuer une herbe. Peut-être que l'herbe là, une grenouille s'alimente à partir de cette herbe. Donc quand vous allez tuer cette herbe-là, ben la grenouille qui se nourrissait de cette herbe peut connaître une mutation, c'est-à-dire elle peut muter et s'attaquer directement à la pépinière de riz. D'accord. J'aimerais te demander du coup, en fait, quelle forme de résistance ou de ruse tu as pu observer dans les communautés pour préserver ces pratiques malgré tout ce que tu décris, malgré l'urbanisation, l'accaparement ou la mauvaise interprétation par les religions révélées de l'importance des bois sacrés. Mais il résiste encore. Les ruses, c'est que, toujours dans le cadre de mes travaux, mes enquêtes, il y a des cultes fondamentaux. Et ce que j'ai constaté dans le Moulombe, c'est qu'il y a des cultes, que vous le voyez ou non, on va vous désigner par la force. Alors, si vous prenez un village comme Karounat, j'ai fait les quêtes Karounat, le responsable du culte de la circoncision, c'était un protestant. Mais le poste était devenu vacant. Donc, puisqu'il était en Gambie, parce que j'ai discuté avec lui, il était en Gambie, le poste était devenu vacant. Donc, je ne sais pas, il a fait un voyage au village et allez hop,
par le rapt, hein, parce que c'est... Oui, hein, il y a une désignation par le rapt. Hein. Par le rapt, on a dit, voilà, vous devenez le responsable, donc du coup, il abandonne, hein, parce qu'il accepte, mais il y en a qui n'acceptent pas. Lui, il a accepté, donc en acceptant, il abandonne sa religion, la religion révélée pour... Et on a des cas comme ça. C'est-à-dire, eux, ils ne vont pas dire, voilà, celui-là, il est musulman, mais s'il y a un poste vacant, hop, donc c'est ce qui fait que justement, jusqu'à présent, ils ont trouvé des stratagèmes ou des stratégies pour pouvoir au moins intégrer. Mais aussi, vous savez, il y avait, si on fait l'histoire justement du christianisme pour la plupart, il y avait ce qu'ils appelaient, ce que les théologiens appellent la théorie de la table rase. La théorie de la table rase, c'est quoi? C'est que quand le christianisme est arrivé en Afrique, plus particulièrement en Casamance, il dit il faut tout raser. Tout ce qui relève de la tradition, il faut jeter à la poubelle. J'utilise un vocabulaire assez familier. Donc, jeter tout à la poubelle. Donc, il faut tout raser parce que ces traditions sont incompatibles avec justement le christianisme. Donc, c'est la théorie de la table rase. Mais il fallait attendre Vatican II, 1962, pour se rendre compte que justement, la théorie de la table rase a échoué. Et qu'il faudrait voir comment maintenant intégrer certains traits culturels qui pourraient être compatibles avec le christianisme, par exemple. Donc, du coup, c'est la théorie de l'inculturation. On va maintenant essayer d'intégrer certains aspects culturels dans le rite liturgique chrétien. C'est le tam-tam, c'est l'alphabétisation, la Bible, la messe, elle est dite en langue locale, etc. Donc, on commence justement à se rendre compte qu'il faut intégrer. Et je pense que l'Église est aujourd'hui dans cette perspective-là. Ce qui fait que justement, aujourd'hui, on trouve un certain nombre de syncrétismes. C'est-à-dire celui-là qui se dit chrétien. Il est chrétien le jour et animiste entre guillemets la nuit. Parce que justement, c'est ce va-et-vient. Chrétien le jour ou musulman le jour et la nuit, on est dans la sphère des religions. Donc c'est ce qui donne encore une chance à ces religions, parce que finalement on se rend compte que justement... Et moi, du point de vue de la recherche, mais je ne l'ai pas, ça date. Je dis souvent à mes étudiants que le roman de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë, c'est vraiment, il est toujours d'actualité. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, je le dis souvent par provocation, puisque je travaille sur les questions d'identité, qui sommes-nous, nous Africains? On n'est pas fondamental, c'est pas je ne suis pas en train de prôner une théorie du repli identitaire. Et ça, je travaille sur ces questions, donc repli identitaire, non. Mais il y a un soubassement. Qui sommes-nous? Puisque quand ces religions arrivent, ils disent jetez tout à la poubelle. On a tout jeté à la poubelle. Mais dites-moi, chers collègues Oumi, ils sont combien de Sénégalais à maîtriser le Coran? Ils sont combien de Sénégalais à maîtriser, comment ça s'appelle encore, la Bible? On va dire on est 95% de musulmans, 5% de chrétiens, mais ils sont combien? Est-ce que c'est le nombre ou la qualité? Parce que les 90% des Sénégalais ne maîtrisent pas le Coran. Ils ne maîtrisent pas le Coran, ils ont oublié leur tradition, ils sont au guet. Donc ils ne sont ni fondamentalement musulmans arabes, ni fondamentalement animistes africains,
Donc, ils sont au milieu et on ne sait plus qui nous sommes. Qui nous sommes? Et je dis souvent, les Arabes ont leur tradition. Les Occidentaux ont leur tradition, judéo-musulmane, judéo-chrétienne. Les Chinois ont leur tradition, les Japonais ont leur tradition. Il n'y a qu'en Afrique où on nous dit vos traditions-là ne valent absolument rien, il faut les jeter à la poubelle. Et il y a des instituts islamiques, il y a des écoles théologiques. Mais citez-moi au Sénégal un institut des civilisations noires. Il y a les musées, mais là où on forme des gens, évidemment, l'UCAD vient d'ouvrir un institut des religions, c'est bien, où toutes les religions sont enseignées, mais nos civilisations noires. Vous voyez dire qu'il y a l'IFAN, mais l'IFAN c'est un autre truc. Mais l'idéal serait qu'on ait un institut, comme Confucius, on a Confucius à l'UCAD, où on va réinterroger justement nos savoirs. Parce que pour moi, il faut les réinterroger, pas pour justement, mais voir, pour parler un petit peu comme Ntungi, voir le noyau rationnel à partir duquel on pourrait justement le mettre en évidence avec le contexte actuel. Parce que pour moi, il y a un rapport entre culture et développement. Et une image, vous ne pouvez pas justement déraciner un arbre et amener les arbres d'une autre espèce, vouloir les greffer et penser que cet arbre-là va survivre et donner des fruits. C'est une image très très forte. Merci beaucoup Paul Diédiou pour cet éclairage dans l'œuf. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Je dis rendez-vous au mois prochain pour un nouveau épisode de l'œuf.